de dimensionner toute structure géotechnique, ou bien plutôt la plupart des structures géotechniques. Donc, je me présente, Mohamed Saho, je suis géotechnicien et nous avons décidé de faire ces vidéos pour essayer de vulgariser un peu le domaine de la géotechnique et sans pour autant tarder, la session sera un peu longue et nous allons démarrer. Alors, il faut comprendre d'abord que l'Eurocode 7 euh, définit les principes de base pour les études géotechniques en général. Donc, que ce soit le calcul et tout ce qui est concept, et tout ce qui est concept lié au dimensionnement de fondation ou de structure géotechnique. Donc, sans pour autant tarder, l'Eurocode 7, en fait, utilise plutôt une approche semi-probabilistique. C'est-à-dire, vous savez, il y a l'approche analytique qui est une approche normale qu'on a tous essayé de, qu'on a tous, avec lesquelles on a été initié à l'université. Donc, c'est par exemple les approches CFI, hein, où on a par exemple un angle de frottement, une cohésion, qu'on va appliquer dans l'équation de Terzaghi-Kako, par exemple, euh, qui a trois termes de profondeur, de cohésion et de portance. Donc, euh, lorsqu'on applique cette formule, nous avons par exemple une contrainte à l'état limite ultime qu'on va diviser par un facteur de sécurité pour avoir une contrainte à l'ENS. Maintenant, ce que l'Eurocode 7 va venir faire, c'est de, par exemple, par le passé, on utilisait systématiquement un facteur de sécurité de 3. Certaines structures même étaient surdimensionnées. Peut-être que le facteur de sécurité de 3 n'est pas le plus pertinent. Donc, l'Eurocode 7 va venir définir tout ce qui est coefficient pondérateur ou minorateur pour les charges et les actions. Les charges et les réactions. Plutôt les actions et les réactions. Donc, disons en géotechnique, on a des actions et on a la réaction du sol. Donc, on pourra, dans certains cas, réduire les actions par rapport aux réactions, n'est-ce pas? Aux résistances, actions et résistances. Donc, réduire les actions par rapport aux résistances, ou bien majorer les actions et minorer les résistances, selon certains cas. Et c'est ce que le concept va venir faire. Donc, le but de cette session, ce sera de comprendre l'organisation des Eurocodes, de définir un champ d'application pour les Eurocodes, ou bien d'exposer notre compréhension du champ d'application sur les Eurocodes et d'identifier les liens entre l'Eurocode 7 et les autres Eurocodes. Donc, il faut d'abord préciser qu'il y a deux parties dans l'Eurocode 7. L'Eurocode 7 qui définit les codes de calcul géotechnique. Donc, il y a l'Eurocode 7 partie 1 et l'Eurocode 7 partie 2. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Comité européen de normalisation définit les normes en Europe, d'où son nom. Et au sein de ce comité, il y a des comités techniques, ou les TC, Technical Committees. Et il y a le TC 250, le comité technique 250, qui va générer les eurocodes qu'on connaît. Alors, ils ont généré 10 eurocodes qu'on va voir, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, c'est les eurocodes qui commencent par l'eurocode 0 jusqu'à l'eurocode 9. Donc, de 0 à 9, il y a 10 eurocodes qu'ils ont générés. Et au sein même de ce comité technique 250, il y a un sous-comité. Donc, il y a un sous-comité qui est le comité 7, qui, lui, va venir s'occuper maintenant de l'Eurocode 7, qui s'est occupé plutôt de l'Eurocode 7. Donc, d'où le nom de l'Eurocode 7. Voilà, voici la liste des Eurocodes qui vont de 0 à 9. Donc, Eurocode 0, Eurocode 1, il faut qu'on le garde en tête, on va en parler tout de suite. L'Eurocode 7 est l'Eurocode géotechnique.
Et il y a neurocode 8 et 9. Le neurocode 8 va venir un peu compléter le neurocode 7. Mais aussi les neurocodes structuraux, comme neurocode 2. Le neurocode 9 aussi. Alors, apparemment, il y a aussi d'autres neurocodes qui sont en préparation, qui vont parler des structures en verre. Vous savez, il y a des planchers, des escaliers en verre, pas mal de choses en verre. Il y a aussi les FRP, qui sont les polymères renforcés de fibres, qui sont très intéressantes aussi. Ils sont très intéressants et très utilisés en Amérique. En France, je ne sais pas. Au Sénégal, en Afrique aussi, je n'en ai pas encore vu. Donc, les neurocodes 0 et 1 définissent les fondements communs entre tous les autres neurocodes. Définissent les principes de détermination des charges, les propriétés typiques de certains matériaux et aussi définissent les bases de calcul des états limites, c'est-à-dire les états limites ultimes et les états limites de service. Alors, il y a quelque chose de très important aussi à comprendre. Au niveau des eurocodes, nous avons la détermination aussi des situations de calcul, les notions de situation de calcul. Il y a plusieurs types de situations dans un chantier. Il y a des situations qui sont durables. Ce sont les situations normales. Par exemple, un bâtiment en fonctionnement à long terme. C'est-à-dire, c'est la situation du bâtiment dans, disons, 80%, 70% du temps, par exemple. Il y a des situations transitoires, qui sont des situations qui vont être subies à une période donnée du bâtiment, de la construction, souvent, la construction du bâtiment. Par exemple, lorsqu'on construit un immeuble R+10 avec 2 niveaux de sous-sol, il faut, par exemple, stabiliser les parois des fondations avec des pales blanches, des parois moulées, par exemple. Ça, là, on est en situation transitoire. Donc, les calculs appliqués à cette situation sont des calculs en situation transitoire. Il y a des situations accidentelles qui peuvent arriver, qui peuvent être considérées à n'importe quel moment de la vie de la structure qui est construite. Par exemple, lorsqu'on fait un pont, ou bien lorsqu'on est en train de construire un pont, on peut, ça arrive parfois, on peut par exemple heurter un des piliers du pont, ou bien un camion peut venir heurter un pilier du pont. Ce sont des choses qui arrivent et ce sont des choses qu'il faut considérer. Donc là, on est en situation accidentelle, mais aussi il y a des situations sismiques. Alors, sismiques, pas besoin de beaucoup expliquer. Donc, ce sont des situations à, ce sont des situations, par exemple, de tremblement de terre, etc. Alors, l'Eurocode 7 dépend donc de l'Eurocode 0 et 1, mais aussi, dans une moindre mesure, de l'Eurocode 8. L'Eurocode 7 est important en termes d'interaction sol-structure, l'interaction entre le sol et la structure. En gros, comment comprendre le concept d'interaction sol-structure? La structure, elle va appliquer une charge sur le sol qui va se déformer et cette déformation va avoir des conséquences sur le bâtiment. Donc, ce karma entre le sol et la structure qui est au-dessus est appelé l'interaction sol-structure. Donc, c'est un concept qui est quand même assez complexe. Résumé comme ça pourrait peut-être réduire un peu la complexité de ce phénomène, mais on aura l'occasion, Inch'Allah, de parler de ça. Donc, alors, les particularités de NeuroCode 7, on va en parler rapidement. NeuroCode 7 est valable pour la plupart des structures géotechniques. Mais par exemple, pour certains cas, par exemple pour les tunnels, les barrages à une moindre mesure, ils ne sont pas très pertinents. Donc, ils ne couvrent pas aussi tous les domaines spécifiques, même s'ils peuvent être utiles dans la plupart de ces domaines. Et ils proposent des schémas de justification basés sur des coefficients partiels. Donc, ce sont les coefficients dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vont venir minorer ou majorer certaines actions ou résistances.
Donc, l'Eurocode va faire la distinction entre les différents ENU et les différents ENS aussi. C'est très important à dire. Donc, bon, on va directement aller à cette image. Nous parlions tout à l'heure de l'ENS et de l'ELU. Comme on dit souvent, une image vaut 1000 mots. À l'ENU, vous allez voir ici un bâtiment qui est dangereux, qui est effondré, hein, qui est structurellement mort. Et à droite, à gauche, pardon, vous allez voir un bâtiment qui est fissuré. Donc, fissuré, ça ne veut pas forcément dire un mauvais bâtiment. Peut-être même que structurellement, il peut être encore très correct, encore très viable, mais qui a, par exemple, plusieurs fissures. Des fissures qui peuvent, vous savez, le bâtiment, il peut avoir des flèches importantes ou un tassement important qui va induire des cassures au niveau des tuyaux d'adduction en eau potable, des tuyaux d'adduction en gaz. Et par exemple, vous conviendrez avec moi de dire que ce n'est pas très intéressant d'être couché sous une fuite ou avoir un parquet complètement fissuré, une dalle complètement fissurée. Disons que ce n'est pas très confortable. Alors, dans ce cas-là, si on a cette situation, on est en état limite de service. L'état limite de service n'est pas forcément dangereux pour le bâtiment. Donc, en fait, on fait la différence entre ces différents états limites. Alors, il y a un état limite qui est quand même assez grave, qui est l'état limite ultime, et un état limite de service qui est un état limite au-delà duquel le bâtiment n'est plus confortable pour les usagers. Alors, il y a différents types d'états limites de service et différents types d'états limites ultimes. Ceci va être une nouveauté peut-être pour pas mal de gens, et notamment des gens comme moi qui ont travaillé dans des normes américaines. En fait, on s'est rendu compte que les normes européennes avaient certaines différences qui étaient quand même très intéressantes et qu'on va vous partager rapidement. Donc, par exemple, il y a plusieurs états de limite. Les états limites de service, au niveau des états limites de service, la plus sévère serait l'état limite caractéristique, n'est-ce pas? L'état limite caractéristique vérifie que le bâtiment supporte 100% des charges du bâtiment sans qu'il y ait, par exemple, une déformation importante. Alors, en exemple concret, on vous dira, par exemple, un immeuble qui est rempli à bloc, où il n'y a aucun appartement qui est vide, et que tous ces appartements soient meublés avec la charge normale, meublés à bloc, je dirais, et que toutes les personnes de ces appartements soient présentes, qu'il n'y ait, par exemple, aucun absent, et que aussi au niveau des parkings souterrains par exemple, que toutes les voitures soient garées, toutes les places de parking soient occupées. Et par exemple, on peut ajouter une fête au niveau de la terrasse. Voilà. Donc, ce sont des charges prévues qui vont être appliquées au bâtiment, mais tous en même temps et sans coefficient majorateur ni coefficient minorateur. Donc là, c'est l'ENS caractéristique. C'est le plus sévère. On va y aller maintenant définir l'ENS fréquent. L'ENS fréquent est moyennement sévère. Ça pourrait vérifier que le bâtiment fonctionne normalement quand il y a une utilisation courante, pas trop chargée. Vous savez que, par exemple, le premier cas que je vous ai donné, l'ENS caractéristique, je pense que, à part en période de COVID, ce cas n'est pas forcément courant. C'est pas le cas parce que les gens, ils y ont travaillé à partir d'un moment. Certains iront sortir, d'autres iront faire leurs courses. Le parking ne sera pas forcément toujours occupé. Donc, même pendant la nuit. Donc l'ENS fréquent, c'est l'ENS de l'état de fonctionnement normal du bâtiment. Disons, un bâtiment occupé, disons, je dis juste n'importe quoi, hein, occupé par exemple à 80%, 70%. Voilà. Donc, c'est un immeuble, par exemple, en semaine normale, où certains appartements sont occupés, avec peu de passages, avec peu de présence. Voilà. Donc, il y a l'ENS quasi permanent, qui nous intéresse beaucoup en géotechnique, qui va nous permettre de calculer les tassements.
Donc, c'est une ENS le moins sévère. Ça permet de faire les vérifications à long terme du bâtiment. Donc, par exemple, un immeuble où les gens sont partis travailler. Vous savez, dans un immeuble, la plupart du temps, les gens vont travailler. Le parking il n'est pas chargé. Tous les appartements ne sont pas toujours loués. Il y a toujours des appartements vides dans un immeuble de plusieurs appartements. Il y a toujours des appartements vides. Donc, on considère ceci comme étant une ENS quasi permanent. Voilà. Donc, disons 80% du temps, 70% du temps, etc. Nous sommes à ce stade de chargement. Et maintenant, après, la norme va définir aussi quand est-ce qu'il faut calculer quel ENS ou quel ENU. Vous allez le voir tout de suite. Donc, pour les ENU, il y a un ENU sismique qui est le plus sévère, entre guillemets, hein, ça dépend aussi de la sismicité de la zone. Vérifie que l'ouvrage va tenir, ça vérifie que l'ouvrage va tenir même en temps de tremblement de terre. Voilà. Par exemple, en Turquie, il y a eu beaucoup d'immeubles qui n'ont pas été malheureusement dimensionnés à un ENU sismique et ça a créé beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, l'ENU accidentel, c'est un ENU où, par exemple, on va intégrer une explosion, un choc, voilà, un impact violent, un camion qui percute un pilier de pont, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, et il y a l'ENU fondamental qui est sévère, mais qui est le plus courant. Donc, ça vérifie que l'ouvrage résiste aux charges normales, maximisées. Hein. Donc, prenons par exemple l'ELS caractéristique, où cette fois-ci, on va appliquer des charges majorateurs. Au lieu de dire par exemple qu'il y avait une fête à la terrasse, on va dire qu'il y a une fête à tous les appartements. Voilà. Donc, on charge l'appartement à bloc. Toutes les personnes sont présentes dans les appartements. En plus, il y a plus de personnes prévues, par exemple. Donc là, on est à l'ELS fondamental. Voilà. Là, ce sont les formules, hein, les formules de calcul pour chaque type de ELS qu'on va voir en détail. Donc, ici, vous allez voir le ED. Donc, ED, ce sont des efforts de dimensionnement. Donc, les G, ce sont les charges gravitaires. Les charges gravitaires. Et les Q, ce sont des charges variables. Ça peut être des charges d'occupation, ça peut être des charges de neige, de vent, etc., etc. Donc, on les connaît tous déjà, ces charges. Et alors, ici, vous allez voir un peu le lexique, hein, la légende, les annotations. Vous aurez le temps de mettre pause et de revenir en arrière pour voir un peu. Voilà. Donc, là, on va parler, par exemple, de l'ENS caractéristique. Alors, au niveau de l'ENS caractéristique, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les charges sont normales, sans réduction, ni majoration, parce qu'on est en ENS, état de limite de service. On vérifie le fonctionnement maximal de ces charges, c'est-à-dire on va mettre les personnes, les voitures, la charge de l'occupation. Mais par contre, il faut faire attention. Regardez ici la formule. Nous avons ED, la somme des GK sup, plus la somme des GK inférieurs. Donc, c'est 2 GK. Vous allez le voir sur le tableau précédent. GK sup, GK inférieur. Donc, ce sont des charges gravitaires normales, par exemple les meubles, je dirais. Il y aura aussi les charges de cloison. On va faire la combinaison et les appliquer. Mais par contre, on va sélectionner une charge variable principale, qui sera le GK1 ici. Donc, cette charge, elle est détachée. C'est un part entier. C'est un terme entier dans l'équation. Donc, il y a une charge variable qu'on va mettre de côté et qu'on va appliquer à sa valeur normale. Mais on va prendre les autres charges variables qu'on va minorer avec un coefficient 6,0 ici, vous allez le voir. Donc, pourquoi ceci? Parce que, en fait, c'est très peu probable qu'il y ait toutes les charges gravitaires, les charges d'occupation, 100%, en plus qu'il y ait de la neige, en plus qu'il y ait du vent, etc., etc. Donc, on va les minorer. On va les minorer cela. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ENS caractéristique ici. Une journée normale où les habitants d'un immeuble sont tous présents. Voilà.
un dimanche, mais il n'y a pas forcément des charges de vent maximales. Il n'y a pas forcément des charges de neige maximales. Donc, par exemple, la neige ne va pas se dire que je vais attendre le dimanche toujours pour venir. Donc, la neige peut venir le lundi ou un autre jour où le bâtiment sera moins chargé. Donc, il y a un ENS quasi permanent. Au niveau de l'ENS quasi permanent, regardez, il y a les charges gravitaires toujours. Donc, le G plus le GK sup, GKF. Et il y a la somme des charges variables, mais tous avec un coefficient minoré. C'est la différence entre le ENS caractéristique, regardez ici, et le ENS permanent. Donc, c'est l'ENS qui est utilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou comme j'ai dit, excusez-moi, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, c'est l'ENS qui est utilisé pour faire le calcul des tassements. C'est très important de savoir ça. Donc, il y a l'ENS fréquent. L'ENS fréquent, c'est la même chose. On applique les charges gravitaires, les G, GK sup, GKF. Alors, on va appliquer un coefficient minorateur sur la charge variable principale et un autre coefficient minorateur pour les charges variables courantes. Donc, ça vérifie les charges, ça vérifie le comportement pour les situations normales courantes. Voilà. Donc, ça, là, on est à l'ENS fréquent. Avec les formules, déjà, on peut comprendre. Hein. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, de commenter. Comme ça, nous allons soit faire même des vidéos pour répondre, ou vous pouvez peut-être nous envoyer un mail. Il y a un ELU maintenant, on va rentrer dans les ELU. Il y a l'ELU fondamental. Regardez ici. Les coefficients ont changé. Vous allez voir qu'il y a des gamma qui vont venir être appliqués au GK sup et inférieur. Donc, il y a une combinaison entre le GK sup et le GK inférieur avec un coefficient majorateur gamma qui va venir augmenter la charge prévue, n'est-ce pas? Donc, même chose pour la charge variable principale et même chose pour... Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Neurocode 7. Pour en fait prévoir les erreurs d'estimation, les matériaux défectueux, les malfaçons, les imprévus, les erreurs humaines en général. Et maintenant, je disais tout à l'heure qu'il y a un coefficient qui va venir majorer la charge variable principale et aussi majorer ou minorer certaines charges variables principales et d'autres charges variables, certaines charges variables secondaires, majorer ou minorer certaines charges variables secondaires. Voilà. Et donc, il y a l'ELU accidentel. Vous allez voir au niveau de la formule ici, il y a un AD qui est venu s'appliquer. Donc, c'est la charge accidentelle. Alors, cet état limite va tolérer les dommages, c'est-à-dire on va dimensionner à l'ELU accidentel de telle sorte qu'on peut tolérer des dommages, mais pas un effondrement d'une structure. Voilà. Donc, par contre, on ne va pas toujours mettre des coefficients majorateurs au niveau des charges, au niveau des charges variables, principales ou secondaires. Parce que déjà, l'accident est un événement qui est assez exceptionnel. Alors, il est très peu probable qu'on ait un accident en plus de conditions défavorables. Donc, c'est pour ça on met les charges accidentelles, mais on minore les charges variables et on minore les charges variables principales et les charges variables secondaires. Voilà. Donc, à l'ENU sismique, nous allons voir aussi l'apparition d'un nouveau terme qui est le A indice ED, qui constitue l'action sismique. Voilà. Donc, même chose, hein, on ne majore pas les autres charges. On les minore à une certaine intensité et on ajoute les charges sismiques. Voilà. Maintenant, tous ces états limites peuvent être classés en états limites généraux. Alors,
je vous dirais par exemple, le STR que vous allez voir, qui est défini par la norme comme les états limites structurels, peut avoir des états limites de service à l'état, par exemple, quasi permanent, fréquent, des états limites ultimes à l'état accidentel, sismique, mais ils sont classés comme structure. Ce sont les états limites structure. Les états limites géo, même chose. Il y a des ENS à l'état limite. Il y a des états limites ENS de type géo et ELU de type géo. Et spécifiquement à l'Eurocode 7, il y a les états limites hydro qui peuvent être liés aux pressions interstitielles. Par exemple, lorsqu'il y a un état de boulance, c'est, vous savez, la contrainte du sol peut être définie comme un contact entre grain et grain ou entre feuillet et feuillet d'un sol. Mais à partir d'un moment, si l'eau applique, disons, une certaine pression, il peut y avoir un relâchement entre grain et grain. Là, on est à l'état limite, on a une rupture, mais par hydro, par état limite hydro. C'est ce qu'on appelle la boulance. Donc, il y a l'état limite de soulèvement. Un barrage, par exemple, qui va être soulevé par en bas, par de l'eau, peut être considéré comme étant dans l'état limite UPL ou uplift, là. Donc soulèvement Archimède. Et il y a l'état limite d'équilibre qui n'est pas très défini, ou bien peut-être que dans les commentaires, vous pourrez apporter plus de détails. Mais conformément à plusieurs laboratoires, plusieurs géotechniciens, conformément à leur compréhension, nous vérifions par exemple cet état limite en mission G2 Pro pour voir un peu le calcul des rotations, n'est-ce pas? Alors, les rotations au niveau des semelles ou Les rotations au niveau des radiers. N'oubliez pas que les radiers sont considérés comme des semelles souples. La définition d'une semelle souple et d'une semelle rigide, ça dépend de l'épaisseur, certes, mais ça dépend aussi du poteau qui va être sur la semelle. Voilà. Et de l'épaisseur aussi, l'épaisseur de la semelle ou du radier. C'est comme ça que la norme définit les semelles. Donc, il faut, pour vérifier l'état limite d'équilibre, par exemple, on peut calculer les rotations de cette semelle ou de ce radier. Alors, les rotations du radier, ce n'est pas aussi la rotation globale du radier, hein? C'est les rotations au niveau des appuis. Alors, donc voici ce qu'il faut vérifier, n'est-ce pas? Voici ce qu'il faut vérifier en fonction de la situation du projet. On va y venir en détail. Donc, mais vous pourrez faire une pause, excusez-moi, sur cette vidéo. Vous pourriez faire une pause sur la vidéo et puis exploiter ce tableau. Mais les explications arrivent. Donc, en situation durable, à l'ENS caractéristique, on vérifie en géotechnique l'excentrement du chargement, la limitation des charges transmises sur le terrain, et aussi, il faut vérifier les états limites structuraux, n'est-ce pas? En ELS quasi permanent, tassement et déplacement, c'est des états limites de type géo. Les limitations de charge transmises au terrain de type géo aussi, l'excentrement de type géo et vérifier habituellement ce qu'on vérifie sur les états limites structuraux. Donc, en fréquent, l'excentrement en géo et la justification de la fissuration en structure. Voilà. Donc, au niveau des situations transitoires en géo, on vérifie l'excentrement du chargement. En limitation de charge transmise au terrain géo, de type structurel aussi, même chose. Donc, les fondamentaux, vous voyez ici. Donc, ce sont les mêmes choses qu'on vérifie qu'en situation durable. Voilà. Donc, en situation durable, on était ici.
Alors, c'est la fatigue qui me prend certainement. Je vais faire une petite pause et la partie 2 de la vidéo arrive. Donc, alors, voici en fait, voici ce qu'il faut vérifier en situation durable. Donc, en ENS caractéristique, on vérifie l'excentrement du chargement. Donc, on est en état limite général de type géo. La limitation transmise au terrain de type géo, c'est-à-dire la capacité portante. Et on fait les vérifications structurelles. On est en état limite service quasi permanent. Donc, on va vérifier les tassements de type géo. On va faire la limitation de charge transmise au terrain. Donc, même chose de type géo. Par exemple, si en état limite caractéristique, les charges transmises au terrain impliquent des déplacements trop importants, donc dans ce cas-là, c'est l'état limite quasi permanent qui va être utilisé. Donc, on va dire par exemple qu'il faut utiliser une contrainte qui va satisfaire l'état limite quasi permanente. D'ailleurs, on peut directement calculer l'état limite quasi permanent. Voilà. Donc, si une contrainte satisfait l'ENS, mais ne satisfait pas l'ENS QP, quasi permanent, on utilise la contrainte à l'ENS quasi permanent. Donc, aux états limites fréquents, on utilise l'excentrement de type géo, toujours, et la justification des fluctuations de type STR. En situation durable, on va avoir l'excentrement du chargement de type géo, la capacité portante de type géo, le glissement de type géo, la stabilité générale de type géo en structure et en soulèvement aussi. C'est pertinent, hein? C'est pertinent. Parce que dans des situations où il n'y a pas de nappe, donc pas besoin de calculer les états limites à l'uplift, à l'UPL. Donc en situation transitoire, on va utiliser les ENS caractéristiques, les ENS caractéristiques de type géo, excentrement du chargement, limitation de charge transmise au sol, capacité portante, hein, et faire les vérifications structurelles. En ANU fondamentaux, c'est la même chose qu'en situation durable. Donc, situation accidentelle, alors vous allez voir, on peut faire une pause et le lire pour que la vidéo ne soit pas trop longue. En tout cas, avec ce que je vous ai montré ici, vous savez, vous pourriez, en fait, avec les tableaux qui sont là, je vais le montrer rapidement. Alors, avec le tableau qui est là et avec le tableau qui est ici, on peut savoir exactement quelle formule appliquer selon la situation où on se trouve. C'est le but de cette partie, de cette vidéo. De cette partie, voilà. Donc maintenant, nous allons parler des classes de conséquences, hein. Donc, ce n'est pas imposé par l'Eurocode 7, mais c'est utilisé en France pour adopter les coefficients partiels. Donc, les coefficients partiels, ce sont les coefficients qui vont venir majorer ou minorer les actions ou les résistances. Donc, là, par exemple, on a des classes de conséquences de type 3, donc, qui sont, c'est-à-dire, ce sont des, c'est-à-dire, si on a au centre-ville un bâtiment qui doit être construit, n'est-ce pas? Il ne sera pas de la même classe de conséquences qu'une maison qui va être construite en campagne. Le bâtiment au centre-ville, lorsqu'il sera construit, si un jour il devrait être amené à s'effondrer, ça pourrait amener des conséquences économiques et sécuritaires très importantes. Il pourrait même avoir des pertes de vie. Donc, ce type de bâtiment, une tour, un gratte-ciel au centre-ville, il serait par exemple classé en catégorie 3. Un immeuble de disons, 3 ou 4 étages, il pourrait avoir les mêmes conséquences, mais en intensité moindre. Donc, ils peuvent être classés, par exemple, en conséquence normale, en catégorie 2. Et maintenant, tout ce qui est bas de conséquences, comme des abris, des maisons avec un seul étage, avec seulement un rez-de-chaussée,
ça peut être classé comme une classe de conséquence 1. Donc, classe de conséquence 1, ce sont des classes de conséquences de basse conséquence. Donc, en description, par exemple, un petit problème ne mettrait pas des vies en danger. Un problème ne mettrait pas des vies en danger. Donc, la classe de conséquence 2 peut causer des blessures ou des pertes économiques modérées, ou même des pertes de vie. Donc, maison, immeuble classique, petit pont. Et en classe de conséquence 3, CC3, on aurait un effondrement qui serait catastrophique pour des vies humaines. Bon, un grand pont, un hôpital, un gratte-ciel, un stade. Donc, les coefficients qu'on va appliquer selon les classes de conséquences sont différentes. Mais pour l'application de ces coefficients, vous savez, l'Eurocode 7, par exemple, est un code de calcul qui est européen et général. Mais chaque pays va l'adapter. Et il va adapter ses classes de conséquences. Malheureusement, en Afrique, je ne connais pas. En tout cas, pratiquement tout le monde utilise les Eurocodes. Peut-être que l'ASN, une agence sénégalaise de normalisation, a déjà donc des codes, mais peut-être que la vulgarisation n'est pas encore au point. Je ne suis pas au courant qu'il y a des codes sénégalais pour les bâtiments à construire, pour les études géotechniques plutôt. Donc, nous allons parler des parties de l'Eurocode. Il y a le Neurocode 7 partie 1 qui va parler des règles générales des bases de calcul, et la partie 2 va plutôt parler des reconnaissances de terrain, des essais, des labos et aussi de certaines méthodes de calcul. Alors, pour Neurocode 7 partie 1, ça va parler des principes généraux, ça va fixer un cadre de performance sans imposer de méthode. Alors, les codes et les normes n'imposent pratiquement jamais de méthode. C'est un essai à l'appréciation du géotechnicien. Donc, par contre, les concepts doivent rester les mêmes, mais la finalité aussi doit rester les mêmes. Donc, ça apporte aussi le Neurocode 7 partie 1 apporte aussi des clauses normatives obligatoires et des clauses normatives recommandées. L'application modulable selon le niveau de risque. Donc, l'Eurocode 7 relativise en résumé. Alors, voici de quoi parle l'Eurocode 7. Ça, c'est juste le lexique. Alors, l'Eurocode 7 partie 1 fixe les principes généraux du calcul géotechnique. Donc, l'utilisation des annexes nationales obligatoires pour l'application concrète. Il fixe aussi les bases communes adaptables selon chaque pays. Alors, l'Eurocode 7 partie 1 donne les facteurs partiels de sécurité, définit aussi les méthodes de calcul. Donc, les approches de calcul. Donc, une approche de calcul, il faut savoir ce qu'est une approche de calcul. En fait, les approches de calcul sont très importantes. Et vous allez comprendre. Ça va venir faire suite aux deux tableaux dont je vous ai parlé précédemment. Donc, une approche de calcul est un cadre méthodologique défini par les normes qui précise comment combiner les actions, quels coefficients utiliser et quelles hypothèses retenir pour évaluer la sécurité, la stabilité ou la performance d'un ouvrage géotechnique. Donc, il y a 3 approches de calcul pour justifier les états limites ultimes. Et il y a l'approche de calcul 1, 2 et 3. Et ce qui va nous intéresser, bien, en France, par exemple, on utilise l'approche de calcul numéro 2. Donc, il faut comprendre ça. Là, vous allez comprendre maintenant c'est quoi une approche de calcul. Alors, il faut d'abord définir les coefficients A, M et R. Les coefficients A, M et R, selon l'Eurocode 7, représentent respectivement les marges de sécurité appliquées aux actions A, aux paramètres du sol M et aux résistances R. Donc, les coefficients A, M et R concernent les actions pour A, les paramètres de sol pour M et les résistances pour R. La résistance du sol, par exemple. Et
on va parler maintenant des actions A. Donc, les coefficients A, donc, si on a par exemple une action permanente défavorable, on a un A1 à 1,35 et un A2 à 0. Les actions permanentes favorables, on a du 1, 1 pour A1 et A2. Les actions variables, on a du 1,5 donc, ou du 1,35 pour les ponts en A1 et du A2, on a du 1,3. Pour les actions variables favorables, on n'applique pas de coefficient. On applique un coefficient 0. Voilà. C'est-à-dire, on les ignore. Donc, vous voyez ces coefficients, c'est ceux-là qu'on va appliquer sur le grand tableau que je vous avais montré. Donc, le tableau qui présente les formules de calcul pour les différents types de calculs à l'œil nu. Donc, pour les paramètres du sol, pour la masse volumique, on a le coefficient M1 qui sera égal à 1, le coefficient M2 qui sera égal à 1 aussi, la résistance non confinée qui sera égale à 1, la résistance non confinée en M2, ce sera 1,4, la cohésion drainée, elle n'est pas majorée en M1, en M1. En M2, elle sera de 1,4. Donc, le M2, il est plus sévère que le M1. C'est le constat qu'il faut faire. Ici, par exemple, la résistance au cisaillement, c'est très important. La résistance au cisaillement va dépendre, le coefficient qu'on va appliquer, on va l'appliquer sur tangente de phi. Donc, ça vient des travaux de Coulomb, qui était l'ingénieur du roi. Donc, on a une tranche de sol. Dans cette tranche de sol, on a une surface de rupture qui a un angle, qui est l'angle de frottement interne. Alors, on fait l'équilibre des forces. Il y a une force de réaction, une force de... Il y a le poids du sol. Donc, il y a aussi la rupture ici, la surface de rupture. Alors, Coulomb, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'équilibre de la surface de rupture. Et donc, il a des termes sur X et sur Y qu'il va... c'est-à-dire la somme des forces sur X est égale à la somme des forces sur Y à l'équilibre, qui est égal à 0. Ce qu'il a fait, il a multiplié au carré, il a élevé au carré le terme à gauche, élevé au carré le terme à droite, il a rassemblé les deux termes, donc on aura des x au carré, des y au carré, qui seront égales à 0, ce qui est une équation de cercle. Donc, en fait, les collègues du génie mécanique connaissent très bien le cercle de Moore. Donc, on aura en fait un cercle de Moore. Le cercle de Moore, c'est quoi? C'est un cercle qui va simplifier les calculs complexes. Vous savez, voir un calcul complexe avec des x carrés, des y carrés, ou bien manipuler des calculs complexes est un peu difficile. Donc, nous préférons résumer ces calculs complexes en cercle avec un centre, un rayon. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, Coulomb, il a pris les cercles de Moore pour matérialiser un peu l'équilibre à l'intérieur d'un sol. L'équilibre avant la rupture, à l'intérieur d'un sol. Donc, il fait plusieurs équilibres où il change par exemple la contrainte normale. C'est pour ça, dans l'essai de cisaillement, on a plusieurs contraintes normales. Donc, ce qu'on fait en fait dans l'essai de cisaillement, on trace plusieurs cercles de Moore. Et il s'est rendu compte d'une chose, que ces cercles de Moore rentraient dans une enveloppe. Alors, je vais le mettre au montage. Donc, dans une enveloppe qui peut être assimilée à deux droites. Donc, deux droites qui seront une équation sous forme de y égale ax plus b. Le b, c'est l'ordonnée à l'origine, donc ce sera la cohésion. Le a, ce sera la pente de cette droite. Et si on fait la tangente de cette pente, on a l'angle de frottement. Donc, si on applique un coefficient, on l'applique à la tangente de cette droite. Alors, je vais essayer de mettre au montage, une image. Donc, qui va nous permettre de comprendre un peu le concept de l'enveloppe Moore-Coulomb. Alors, Moore, parce que Coulomb, il a utilisé le cercle de Moore, pardon, et Coulomb, parce qu'en fait,
Cet essai, il vient du roi Louis XIV, si je ne me trompe pas. Colomb, c'était l'ingénieur préféré du roi. Le roi, il voulait construire des forteresses en terre battue, en terre comprimée. Et Colomb, il devait voir si, avec un boulet de canon, euh, on pouvait, par exemple, percer ces forteresses. Et voilà, donc c'est pour ça les coefficients qu'on applique, on l'applique toujours en tangente de phi. C'était une parenthèse. Alors, au niveau des résistances, on a le coefficient R1, R2, R3, puis résistance au glissement, on applique un coefficient R1 égale 0, R2, etc. La même chose pour les coefficients de portance pour les fondations. Donc, les coefficients R1 sont conservateurs. Les coefficients R2 sont encore plus conservateurs que les coefficients R3. Donc, les coefficients R3 euh, sont pratiquement égaux, identiques au coefficient R1 ici. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'approche de calcul. Je vous ai parlé d'approche de calcul. Les approches de calcul sont les suivantes. Alors, l'approche de calcul A, on prend donc le coefficient A1, M1 et R1. Et, ou plutôt, ça dépend, hein, ça dépend des types de fondations. Par exemple, pour les pieux, on prend soit A2 ou A1 et on ajoute M2 et R2. Donc, en approche de calcul 2, on prend M1, A1 plus R2. En approche de calcul 3, voilà, ce soit A1 ou A2, et on ajoute M2 et R3. Donc, voici les approches de calcul. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'approche de calcul 2. C'est l'approche de calcul qu'on utilise le plus souvent. Donc maintenant, vous avez les formules des états limites ultimes, n'est-ce pas? Et vous avez les coefficients. Il vous reste juste à appliquer les coefficients selon l'approche de calcul numéro 2. Donc, voici un tableau qui en fait va vous aider dans la compréhension. Donc, pour les approches de calcul 1, combinaison 1, nous avons A1, M1, R1. Donc, ce sont des cas standards de charge avec des charges précises. Hein. Donc, la combinaison 2 qui correspond à A2 ou A1, M2 ou R1. Donc, incertain avec des actions moindres. Hein, où vous allez voir ici les coefficients appliqués pour les pieux, n'est-ce pas? Donc, l'approche de calcul 2, c'est A1, M1, R2. Donc, sol peu fiable, prudence maximale. Il y a l'approche de calcul 3, qui est donc A1, A2, M2 et R3. Donc, pieux ou fondation profonde. Qu'on utilise au pieux ou pour les pieux et fondation profonde. Alors, le recode 7, partie 2, bah, c'est un document qui est complémentaire à la partie 1. Donc, qui décrit les bonnes pratiques pour les études géotechniques. Le contenu, bah, le contenu est défini comme suivant. Analyse, enfin, il y a un contenu pour l'analyse préalable des sites, la définition des volumes de reconnaissance, définition qui est plutôt informative. Hein. Donc, le choix des essais de laboratoire, les méthodes de progression de l'étude. Et le but de cette partie 2, en fait, il y aura un chapitre qui va être exclusivement porté sur la partie 2 de l'Eurocode. Et il y aura aussi, d'ici certainement 1 à 2 semaines, suivant l'apparition, bien sûr, de la vidéo, 1 à 2 semaines, il y aura un chapitre qui va maintenant traiter uniquement des fondations superficielles. Et on aura la même approche. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, on va parler des concepts pour un professionnel, hein, et on va essayer de les vulgariser et d'entrer en détail par rapport aux normes. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et je vous souhaite une bonne semaine.
de charge variable secondaire.